Mesdames, Messieurs, auditeurs ou téléspectateurs de Eden TV, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, un plateau spécial pour décrypter le discours du chef de l'État à l'occasion de la célébration de la fête du 1er août au Bénin, 1er août 1960, 1er août 2021, 61 ans que le Bénin s'est engagé sur donc la voie de l'indépendance. Oui, la marche n'a pas été du tout facile, en tout cas, la marche politique, économique, oui, beaucoup d'étapes assez intéressantes, importantes et difficiles pour le pays de 1960 à 72. Cette étape, cette période très instable politiquement avec plusieurs coups d'État, on parle d'une dizaine de coups d'État, de 72 à 90, la révolution avec feu général Mathieu Kérékou au pouvoir. La décision surtout économique a conduit à la conférence des forces vives de la nation en 90 et après cela le Bénin s'est engagé sur la voie de la démocratie. On a observé l'alternance au pouvoir. Onesphore Soglo, 5 ans. Ensuite, Mathieu Kérékou est revenu de 96 à 2006, Boni Yahi de 2006-2016 et ensuite Patrice Athanase et Guillaume Talon de 2016 à nos jours. Un premier mandat assis donc sur la rupture, avec les vieilles pratique, on parle de Bénin révélé et justement le chantre du Bénin révélé où le leader ou le chef d'orchestre ou le président de la République, vous l'avez suivi tout à l'heure, il y a quelques instants sur donc nos antennes et sur d'autres chaînes de la place aussi, le président de la République qui s'est donc prononcé. Nous allons donc passer au décryptage de ce discours et ensuite nos invités, en tout cas si le second nous rejoint avant la fin de cette émission, diront également un mot sur le bilan socio-politique de 60 à aujourd'hui, surtout la contribution des cadres de l'élite africaine. Nous allons donc en parler dans un instant. J'ai avec moi déjà sur ce plateau pour faire le débat le professeur Chrysal Kenoukan, enseignant-chercheur à l'université d'Abou-Calavi. Professeur Chrysal, bonsoir. Et bonsoir, M. Corneille. Alors, il est prévu également qu'un acteur politique nous rejoigne, Antoine Aloukonou, membre fondateur du Bloc républicain. Nous espérons pouvoir donc l'avoir avant donc la fin de cette émission. Professeur Chrysal Kenoukan, vous avez suivi le chef de l'État, un discours assez court, environ 8 minutes, discours. Le président de la République s'est prononcé, il s'est donc prononcé sur plusieurs avancées, sur les priorités, il a rappelé la vision et autres. Qu'est-ce que vous retenez concrètement du discours du chef de l'État? Je vous remercie. Je remercie Eden TV de m'avoir invité sur ce plateau pour décrypter le discours du chef de l'État. Je ne suis pas un homme politique, même si je suis très attentivement l'actualité politique, aussi bien au plan national qu'international. Et notre métier d'enseignant nous l'exige, fortement d'ailleurs. Bon, non, j'avoue que j'ai été un peu surpris pour décrypter, non, tout simplement parce que je suis le secrétaire général du SNES, du syndicat des enseignants du supérieur, bon, membre de l'intersyndicale, bon, et voilà. Bon. Mais après tout, nous sommes des citoyens. J'ai suivi le discours. 8 minutes. C'est vrai. Et pour les choses essentielles, il ne faut pas les mesurer au kilo. Il faut aller droit au but. Et voilà, il ne faut pas les mesurer au kilo, il ne faut pas les mesurer au volume. Bon, et le chef de l'État, je crois que c'est... oui, c'est l'une de ses qualités. La forme, oui, c'est quelqu'un qui parle très peu. Il parle très peu, mais il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il va faire. Bon, même si... quand il se décide et il dit je le fais, on peut ne pas être d'accord avec lui. Alors sur la forme, apprécions maintenant sur la forme. D'abord, on va commencer. Oui, sur la forme du discours, je crois qu'il a tout dit. Il a tout dit.
j'ai noté une douzaine de points. C'est-à-dire, il a balayé, comme on le dit, les maux dont souffre notre pays. Et il a affiché sa détermination de lutter contre ces maux. Il a invité les citoyens à une solidarité. Il nous a invités à cesser de tomber dans ce que je peux appeler le piège de la solidarité extérieure, ce que nous appelons coopération ou l'aide au développement. Il n'a pas appelé le nom, mais je crois que et c'est ce qu'il a dit. Il a parlé du terrorisme. C'est un sujet d'actualité, je crois, dans le monde entier. Et il a évoqué également la question, c'est très important, de la mesure de grâce. Et je crois qu'il pense prendre, sauf si sauf si je me trompe. Bon, donc pêle-mêle, c'est ce que j'ai noté. Alors, oui. et maintenant, dans le fond, est-ce que le président Patrice Talon a pu combler les attentes par rapport quand même à certains grands sujets d'actualité? Professeur Chrysal Kenkon. Oui. Dans le fond, vous voyez, c'est un exercice difficile. En ma qualité de syndicaliste, je ne suis pas habitué à cet exercice-là, mais je dis après tout, je suis un citoyen, je vais essayer de le faire. C'est délicat, c'est complexe. Bon, je ne dirais pas que c'est risqué, non, puisque tout citoyen peut opiner ce que dit un chef de l'État. Maintenant, me demander de prononcer sur le fond de ce que le président dit, bon, je vais essayer de m'y mettre. Bon, dans le fond, de prime abord, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, de prime abord. Mais, vous m'excusez, ce n'est pas un discours nouveau. Ce n'est pas un discours nouveau. Ça voudra dire... Tous nos présidents depuis 1960, si vous aviez eu le temps, il faut prendre les discours du 1er août et vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Chaque président essaye de le dire dans son style. Et de voir, de voir mais comment il peut communiquer pour... Les réalités en 2001 n'ont pas été les réalités en 1960. Mais juste, non, mais c'est la même chose. Et je vais vous dire quelque chose. Allez sur YouTube, d'ailleurs, vous le savez, puisque vous êtes journaliste. Tapez le discours de Mobutu Sese Seko. De Mobutu Sese Seko, je ne sais pas si c'est en 1973. Bon, je ne suis pas sûr de l'année. Mais vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Il était allé plus loin dans le contexte zaïrois d'alors. Il est allé même jusqu'à décrire comment les coopérants en venant en Afrique, et voilà, ils suivent le budget mis à leur disposition et finalement, on les paye. Nous sommes d'accord, ces coopérants-là très fortement, si bien qu'il ne reste plus grand-chose pour les actions de développement au pays. Et bon, je crois que c'est l'esprit. C'est-à-dire, je ne dis pas que lui l'a dit comme ça. Vous prenez les discours de Feu Thomas Sankara, c'est la même chose. Donc, si vous prenez même le discours du feu président Hubert Manga, vous allez voir, c'est la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que l'Afrique est encore loin de sortir de l'auberge. L'Afrique est loin, pas seulement le Bénin. Et c'est là où... dans votre introduction, vous avez parlé des intellectuels, vous avez parlé de l'élite et autres là. C'est ça là qui doit nous interpeller. En réalité, ce qu'il faut pour être un bon président en Afrique, ce n'est pas le niveau intellectuel. Ce n'est pas le niveau intellectuel, pas du tout. Mais c'est celui-là qui a une volonté de changer les choses, mais de changer dans le bon sens. De changer dans le bon sens. Si je dois vous donner quelques exemples, vous voyez,
plus près de nous le Mali, vous voyez un peu ce que Assimi Goïta... Élargir le débat un peu au plan africain, on revient au grand sujet d'actualité. Au grand sujet. Oui, j'ai commencé par vous dire que je suis l'actualité politique, c'est-à-dire au jour le jour, et aussi bien au plan national qu'au plan international. Donc, c'est ce qui m'amène de temps en temps, c'est-à-dire à faire des comparaisons. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le discours. Il a dit ceci, que 1er août, c'est la date où le Bénin est devenu un pays souverain. Une souveraineté que nous avons exercée jusqu'à présent. Donc ce qu'on appelle les indépendances. Or, j'ai dit, un pays indépendant, c'est un pays qui est libre. C'est un pays qui est libre. C'est un pays qui n'a besoin de qui que ce soit avant de faire quoi que ce soit. C'est un pays fier. Il a utilisé le mot. Nous sommes d'accord. Et respecté parce que vous vous assumez. Donc, partant de là, la question va se poser de savoir est-ce que nous assumons? Est-ce que nous exerçons notre liberté? Est-ce que nous voulons même exercer notre liberté par rapport aux autres nations? Et la réponse serait? La réponse à cette question-là, mais de mon point de vue, non. Sinon, le Bénin ne serait plus à ce stade. Le président Patrice Talon ne serait plus même venu dire on va faire changement ou on va faire rupture. Et dans votre introduction, vous avez dit rompre avec le passé. De prime abord, si on veut rompre avec le passé, ça veut dire que ce passé, jusqu'à la date où lui il a pris service, que ce passé n'était pas bien. Ça voudra dire que, en réalité, on parle d'indépendance, mais qu'on ne l'est peut-être pas. C'est cela. Non, nous sommes loin d'être indépendants. Ça dit, il faut le dire. Mais ce n'est pas la faute, des présidents, ce n'est pas la faute des gouvernants. Mais le chef d'État a reconnu, il a parlé d'indépendance politique. On ne doit pas se contenter seulement de l'indépendance politique. Politiquement, nous ne sommes même pas indépendants. Et lui-même, il le sait en tant que chef de l'État. S'il y a opérateur économique, il le savait un peu moins, mais aujourd'hui, lui-même, il sait qu'il n'est pas libre là. Et ça, il faut le dire. Je voudrais caricaturer. Le nombre de coups de fil de l'Élysée, de l'Amérique, des autres pays européens et autres là, mais il ne peut pas nous le dire. Et tout ça là, c'est sous le couvert de ce qu'on appelle secret d'État, sous le couvert de ce qu'on appelle la diplomatie internationale. C'est-à-dire, il faut le dire. C'est-à-dire, il ne faut pas... C'est-à-dire, je ne sais pas contourner, moi. Donc, il a hérité d'une situation dont il n'est pas responsable. Nous sommes d'accord. Depuis 60, le Bénin piétine. Le Bénin piétine. Et si vous voulez, on peut y aller un peu plus. Dans la seconde partie plutôt. Oui. Alors, mais mis à part donc cette question donc de dépendance ou d'indépendance, c'est pas trop dans quel sens le chef d'État est quand même revenu sur les avancées remarquables dans tous les domaines depuis donc son arrivée, l'avènement du régime. Alors donc il a parlé donc de bâtir une nation moderne qui offre des mêmes chances de réussite à tous. Il est revenu sur donc les actions phares de ces derniers jours pour la lutte contre la violence faite aux femmes. Il a évoqué ces actions. Il a parlé par exemple également des mesures prises ou des actions dans le domaine de l'éducation pour assurer la formation de qualité aux enfants. Vous voyez, tout ce qu'il a dit, c'est bon. C'est parce que c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui qui le dit. Mais c'est que, est-ce qu'il peut faire autrement? Ce qu'il a dit, si nous voulons raisonner et développement, la première question, quelle est notre ligne de développement? Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je ne le sais pas. Vous posez des questions à beaucoup de Béninois, quelle est notre ligne de développement? C'est ça. Sur la base de quelle philosophie
Nous voulons propulser les Béninois. C'est ça, justement. C'est pourquoi je dis que le débat n'est pas que national. Lorsque vous prenez les États-Unis d'Amérique, tout le monde sait, c'est le libéralisme économique. Et c'est dans ce libéralisme économique que vous allez voir les démocrates et les républicain. C'est bien que lorsque vous prenez toute la classe politique, c'est des gens qui ne varient pas. Allez à l'Union soviétique. On dit le marxisme-léninisme. Oui, mais après c'est rentré en sommeil. Je suis sûr que ça va revenir, ça c'est un autre débat. Mais pas sous sa première forme, parce que tout système s'endort et puis après essaye de se mûrir dans l'ombre, et puis après ça revient, comme le capitalisme aussi a eu à connaître beaucoup de crises. Donc, si vous allez en Union soviétique, malgré l'ouverture au libéralisme, ils ont des garde-fous. L'instinct socialiste, ils ne l'ont pas perdu de vue. Et Poutine se bat pour ça. Maintenant, prenons la France. On sait que c'est le libéralisme économique, mais les pays africains. C'est que nous sommes restés là, depuis 60, à vouloir tenter le modèle de développement des autres nations. Et c'est ça qui nous égare. Le modèle de développement des autres nations. Prenons le Bénin de 1960 à 1972. Vous avez vu, indépendance, libéralisme, économique et autres là. Mais la population de 60 à 72 là connaissait quelque chose de ce qu'on appelle les libertés publiques et autres là. Nos paysans, la grande majorité des populations, étaient encore attachés à leur terre. Donc, nous, on était encore à un autre stade quand le colon est arrivé. Alors, bon, Et justement, vous avez évoqué la question des intellectuels. Je ne sais pas si on va y revenir. Oui, tout à fait. Voilà. Il est prévu qu'on en parle dans la seconde partie d'accord. De ce décryptage, mais Oui. on va alors en finir parce que vous avez, j'ai comme l'impression que vous avez envie qu'on aille au-delà, qu'on aille tout de suite au-delà du discours du chef de l'État. Alors, mais il y a quand même certaines de grandes questions sur lesquelles on n'a pas entendu le chef d'État. Oui. La cherté des produits de grande consommation, ça continue sur les marchés. On n'a pas entendu le chef d'État. Les démissions, tous azimuts dans les partis politiques, alors que on vient de commencer avec la réforme du système partisan. C'est des questions d'actualité qui reviennent. On n'a pas entendu le chef d'État. Et bien d'autres domaines, c'est peut-être une option prise pour ne se prononcer que sur donc le social, à travers l'éducation, la promotion de la femme, la décentralisation. Oui. Pour moi, ce ne sont pas des questions aussi cruciales. Nous sommes d'accord. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de la cherté. Nous sommes d'accord. Donc, dans la marche d'une nation, nous sommes d'accord, même dans nos ménages, il arrivera des moments où lorsqu'on commet quelques faux pas, bon, je crois que les taux se resserrent. Je suis sûr, le gouvernement et tous les Béninois, tout le monde est en train de réfléchir. Donc ça là, ce n'est pas ça qui ne nous conduit pas au développement. C'est-à-dire, vous m'avez invité pour décrypter un discours du chef de l'État, nous sommes d'accord, à une journée de l'indépendance. C'est à cause de ça que j'aborde la question sur ce plan-là. D'accord. Maintenant, les démissions des partis, là. Attends, nous avons quel parti? Non. C'est de la rigolade. Comment ça? Non, c'est de la rigolade. Non, vous savez pourquoi? Il y a eu de grandes réformes. Non, vous savez pourquoi? Il y a de grands blocs qui ont été constitués. Non, on a quitté 200 partis politiques à... Eux-mêmes qui se retrouvent dans ces partis politiques,
savent que c'est de la rigolade. Alors, nous allons permettre... C'est-à-dire un parti politique professeur Krizal, a une idéologie. Nous allons permettre à nos téléspectateurs de suivre encore un instant, un extrait encore de ce discours, le temps peut-être d'installer le second invité qui nous a peut-être rejoint déjà. D'accord. Qui prend de plus en plus sa place sur la scène internationale, qui peut parler d'une voix forte, sans complexe, mais sans prétention aucune. Si nous y arrivons, c'est bien parce que nous avons enfin compris qu'il ne faut pas se contenter d'être seulement politiquement indépendant, mais qu'il faut surtout travailler, encore et encore, pour se développer, s'émanciper, pour ne pas dépendre de la charité des autres, afin d'être véritablement indépendant. Cette volonté de nous développer, nous aussi, nous a fait prendre conscience que notre destin est exclusivement entre nos mains et désormais à notre portée. C'est elle qui explique les avancées remarquables qui nous permettent de construire pas à pas dans tous les domaines les fondamentaux de notre développement socio-économique en vue de notre mieux-être individuel et collectif. C'est encore cette volonté, issue de notre nouvel état d'esprit, qui rend le Bénin si ambitieux et si laborieux. Nous pouvons donc nous féliciter de cette nouvelle dynamique. Nous pouvons être fiers de ce que nous sommes désormais capables de construire notre pays et de réaliser l'essentiel de ce qui nous manque. Certes, il nous reste encore beaucoup à faire pour renforcer nos capacités afin qu'aucune preuve ne nous submerge. Je n'en veux pour preuve que la pandémie de Covid-19 en cours, notre totale dépendance en ce qui concerne les matériels et les intrants de dépistage, ainsi que le vaccin, nous révèle combien le chemin est encore long. Une chose est d'être capable, une autre est de réaliser. Or, réaliser requiert de la volonté, de l'effort, de la détermination et parfois du temps. Toutes choses ayant caractérisé le parcours de ces autres nations développées que nous regardons avec tant d'envie et qui ne cessent de nous montrer que l'aide et la solidarité ont bien des limites. Mes chers compatriotes, forts de notre potentiel, de notre nouvel état d'esprit et des succès que nous réalisons désormais, le temps que nous mettrons pour franchir les paliers restants sera beaucoup moins long que le temps perdu, car nous avons enfin commencé réellement à matérialiser notre indépendance. Et cet élan, nous le garderons à jamais. Mes chers compatriotes, bâtir une nation moderne, qui offre les mêmes chances de réussite à tous, passe aussi par des actions volontaristes en faveur de certaines couches de la société. À cet égard, mon gouvernement a montré sa détermination à lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence faites aux femmes et aux filles. Oui, ça dit, moi je me suis... Alors, retour sur ce plateau, Antoine Adokonou du Bloc républicain nous a rejoint. Monsieur Adokonou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, on était en train donc de décrypter le discours et ensuite on devait donc passer à une question beaucoup plus large sur donc les indépendances en Afrique, la marche politique, apprécier la marche politique du Bénin, le bilan socio et politique de 60 à aujourd'hui, surtout la contribution de l'élite africaine et bien sûr donc au développement des pays après les indépendances. Si on est encore à une étape où on parle donc de pays en voie de développement. Alors, en attendant, voilà, le chef de l'État donc a fait un discours assez court, 8 minutes. Il est revenu donc sur sa vision. Il est revenu donc sur sa vision de bâtir donc une nation moderne qui offre des missions de réussite à tous. Il a parlé donc des actions initiées dans le sens de la lutte pour la promotion, dans le sens de la promotion de la femme. Il est revenu d'ailleurs sur donc, cette décision prise en Conseil des ministres il y a quelques jours, la création de l'Institut national de la femme, nouvelle formule, créer donc les conditions de développement équilibré. Ensuite, il a parlé de l'éducation aussi, la formation des enfants, garantir une formation de qualité pour les préparer aux défis futurs. La décentralisation, voilà, donc transformer qualitativement les communes, ce qui a commencé, réformer la gouvernance locale. Il a parlé donc de la relecture également, des tests sur la décentralisation, donc au Bénin, lutte contre l'insécurité, le terrorisme. Le chef de l'État
et bien sûr, demande à tous donc, de maintenir la dynamique en ce qui concerne les mesures prises dans ce cadre et surtout renforcer ces mesures pour garantir plus de sécurité. Voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire, et bien sûr, de ce discours. Antoine Adoukonou, rapidement, votre impression? Non, je crois que ce sont quand même les fondamentaux d'une société qu'il a touché. Et vous voyez que tous ces secteurs qui sont cités sont quand même les secteurs vitaux de notre vie commune, de notre vivre ensemble. Et je crois que si tel que c'est annoncé, si ça se fait bien, ça ne sera que le bonheur de nous tous. D'accord. Alors, on évoquait tout à l'heure ce que je peux appeler donc non-dit, des sujets sur lesquels le chef de l'État ne s'est peut-être pas prononcé, alors que peut-être certains l'attendent sur certains terrains, la sûreté par exemple. On sait que oui, il y a eu beaucoup d'actions déjà menées par le gouvernement dans ce sens, la sûreté des produits de grande consommation, c'est un sujet qui n'est pas revenu dans le discours. Certains peut-être attendaient que le chef de l'État dise un mot par rapport donc bien sûr à la réforme du système partisan qui, juste après 2 ou 3 ans, montre quelques faces. Je ne sais pas trop si on va appeler ça des faces amélioratives ou pas. On a eu ces derniers jours de démission le système au sein des partis. Attendez la question au sein des partis politiques. Alors, le professeur était en train d'opiner sur la question tout à l'heure, professeur Kizak-Kenoukou, voilà. Oui, sur la question de... Voilà, donc on revient un peu sur... Oui, puisque mon vis-à-vis n'était pas là. J'étais parti de la question de la notion même des indépendants, c'est-à-dire de l'indépendance, qui signifie liberté. Liberté des nations. Est-ce que de 60 jusqu'à maintenant, le Bénin et les pays africains peuvent soutenir qu'ils sont libres? Non. Puisque c'est une émission autour d'un discours de l'indépendance, il faut se dire la vérité. Quelqu'un a qualifié il y a de cela quelques années, nous avons des clubs électoraux. Des clubs qui soutiennent les détenteurs présents du pouvoir. C'est tout. C'est en cela, quand vous m'avez demandé, oui, que le chef de l'État n'a pas parlé des démissions dans les choses là, j'ai dit non. Et ça, je suis sincère, je ne considère pas tout ça là comme des partis politiques. Le chef de l'État veut réussir son mandat. Le système est tel qu'il a besoin des gens autour de lui. Et tout ce qu'il a fait, que ce soit BR, que ce soit UP, que ce soit les autres là, ça ne s'inscrit pas véritablement dans une ligne de développement où on peut dire voici des partis. Vous savez pourquoi? Si mon ami est BR, il doit le savoir. Qu'ils sortent leurs militants. Quelle est la philosophie du BR? Vous prenez 1000, vous n'allez pas trouver 3. 3 c'est trop. Idem pour l'UP. Même chose pour les autres partis. Ça veut dire concrètement... Ça veut dire concrètement que nous avons un travail profond à faire et que pour se mettre sur la voie de développement, ce n'est pas les groupuscules de ces petits clubs-là où c'est lorsque vous prenez le pouvoir que vous les voyez autour de vous. Oui, mais ça doit être à la base. Mais ça a changé. On a quand même 2 grands blocs, ce n'était plus des clubs électoraux, des groupes. Ce n'est pas en termes de blocs. Je vais vous donner un exemple. Prenons Feu Thomas Sankara. Il a eu un parti autour de lui. Et vous avez vu ce qu'il a fait en 4 ans. Au point même, en 4 ans, l'histoire continue de le retenir. Donc ce que je dis, ce n'est pas une critique contre les blocs qui existent là. Moi, je parle dans le général. Et je dis que ce n'est même pas béninois. Si vous prenez tous les pays africains, mais c'est comme ça que ça vacille. Alors,
Et voilà pourquoi j'ai dit, lorsque nous serons sur le rôle des intellectuels, parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Un menuisier n'a jamais pris le pouvoir au Bénin. Une femme de d'entreprise n'a jamais pris le pouvoir. Un mécanicien n'a jamais pris. C'est nous. Et vous ne les trouvez pas, ces couches-là, dans les cabinets ministériels pour conseiller. C'est nous. Donc, tout revient au cadre. Oui, donc c'est quelque chose que je peux soutenir devant n'importe qui. Voilà. Alors, on va écouter M. Antoine Adoukonou, voilà, donc sur les propos de professeur. Non, je crois que nous irons par méthode. On ne va pas mélanger les choses. Quand bien même il y a une certaine marge de vérité dans les propos du professeur, il faut quand même apprécier les choses au cas par cas pour savoir vraiment là où il y a le mal et là où il faut attaquer. Je voudrais d'abord qu'on fasse une nuance entre la réforme du système partisan et sa mise en œuvre. C'est pas la même chose. La réforme elle-même, c'est dans les tests. C'est que dans la phase de la mise en œuvre que nous avons les acteurs politiques. Et je vais vous démontrer tout à l'heure pourquoi il faut faire cette nuance. Mais à ne pas oublier que ce n'est pas forcément ça qui constitue aujourd'hui donc le thème de l'émission. Non, je sais. Juste, voilà. Non, puisque à travers le développement du professeur, je vais d'abord montrer que la réforme en elle-même n'est pas aussi critiquable. Par la réforme du système partisan, il faut entendre les éléments suivants. Il faut entendre que nous avons quitté, en termes de création de partis politiques, de 10 membres fondateurs par commune pour aller à 15 membres fondateurs, de 10 membres fondateurs par département pour aller à 15 membres fondateurs par commune. Premier élément. Deuxième élément, il faut entendre que aujourd'hui, par la réforme, on a institué un nouveau mode de scrutin qui consiste à avoir d'abord une éligibilité nationale avant de prétendre avoir des sièges au niveau des circonscriptions électorales. Il faut entendre aujourd'hui qu'il y a officiellement un financement, une loi sur le financement public des partis politiques. Il y a aujourd'hui un statut de l'opposition. Tout ça là qui est fait ne vise qu'un seul objectif. Ne vise que l'objectif à long terme de ce que dit le professeur, mais le professeur fait une analyse immédiate et à court terme. Tout ça là, c'est de permettre qu'on ait de grands regroupements, que les gens ne soient pas capables, et à eux seuls ou bien à un groupe d'individus, de se dire parti politique pour être aux ordres d'un pouvoir donné. Parce que lorsqu'il y a un grand groupe, le débat est profond et progressivement, nous allons en arriver à l'étape dont parle le professeur. Parce que ce que le professeur dit, on ne peut pas l'avoir par des anges. On ne peut l'avoir que par des béninois. Oui, mais on a fait la marche politique de 60 à maintenant, depuis les indépendances de 61 ans. Oui. Il faut encore attendre quand pour avoir cette perfection dans le comportement des acteurs politiques, pour avoir de vrais acteurs de développement. Aujourd'hui, il faut attendre encore combien de temps? Aujourd'hui, nous sommes pris dans un étau donné. Et il va falloir vraiment que l'élite intellectuelle prenne conscience. Il ne s'agit pas d'un problème d'un président de la République, de ceci. Il faut que l'élite intellectuelle prenne conscience, puisque que ce soit des théories, des doctrines, ou bien même la pratique, le monde intellectuel a été toujours présent. Je dis que nous sommes pris dans un étau parce que si vous analysez bien
les indépendances que nous avons eues, vous comprenez que c'est une indépendance nominale. Mais nominale même, c'est mieux dit, puisque j'ai essayé de faire quelques recherches pour savoir qui sont ceux qui ont lutté pour qu'on ait les indépendances. Et j'ai fait le parallélisme pour voir, mais qui sont ceux qui ont pris après le pouvoir quand le colon a voulu remplacer les gouverneurs. Et paradoxe pour paradoxe, vous verrez que vous ne verrez pas que c'est ceux qui ont fait les luttes réelles pour qu'on ait l'indépendance qui ont fini par accéder au pouvoir après les indépendances. Si nous prenons un cas d'étude comme le Bénin, vous ne verrez dans l'histoire des luttes coloniales au Bénin, nulle part à Kwiti, nulle part à Romaregbe, nulle part à Ubemanga. Vous allez entendre les Tovalou Kenom, les Liman, les Louis Roukanri, mais vous allez voir que le colon a été très habile, parce que, en fait, cette indépendance n'est pas une indépendance octroyée. Il y avait eu des luttes, mais le colon étant essoufflé, a trouvé une autre méthode. La méthode, en fait, c'est d'empêcher ceux qui ont vraiment compris les choses de remplacer les gouverneurs, mais de former d'autres qui sont peut-être entre griffes des taupes pour pouvoir prendre le pouvoir et faire toujours la volonté du colonisateur. Et cela a été pérennisé jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que dans l'opinion populaire, personne n'est resté sans savoir qu'on va dire, bon, pour être présent, soit c'est la France qui se prononce, soit c'est la métropole, soit c'est la Russie. Vous savez, tous ces discours sont devenus populaires. Ça veut dire que ce qu'on a commencé, le jeu qu'on a fait au départ, le jeu est toujours là. Donc le colon se dit, bon, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ma politique, je vais trouver des gens toujours parmi eux pour faire ma politique. Nous y sommes. C'est le corollaire là qui a fait que tout ce que le pouvoir dénonce là, on ne peut pas les éradiquer de facto. Il doit falloir qu'on enseigne l'histoire, que les générations futures prennent conscience de l'enjeu. Tout ce que nous avons, vous allez voir, les constitutions, tout ça là, c'est des raccommodages. Nous n'avons pas de constitution qui soit vraiment une constitution qui tient compte de nos réalités socio-culturelles, économiques, de notre histoire. Vous prenez la constitution de 1958 de la France, et vous prenez notre constitution, vous allez voir que à quelques paramètres près, c'est qu'on enlève français au même Bénin. Faites la comparaison. Donc, nous avons encore du chemin à faire. Cette indépendance, elle est restée nominale jusqu'à aujourd'hui. Alors, on passe donc à la deuxième partie de cet entretien. Professeur Chrysal, voilà, donc Antoine Doukonou qui donc a essayé donc de décrypter un peu et par rapport justement à l'élite africaine de 60 à aujourd'hui. En réalité, pour lui, d'accord, on n'est pas indépendant. C'est cela. Et c'est du fait de la manipulation de l'élite africaine. C'est un peu ça, si je comprends très bien, puisqu'il dit qu'on est toujours dans l'idée. Voilà. De la dépendance vis-à-vis de cette grande puissance, si je peux me résumer un peu ça. Voilà. Alors, quel est votre... Non, je suis déjà heureux qu'il ait compris que on ne va pas focaliser le débat sur réforme du gouvernement actuel et autres. Non. Ça dit, là, on ne va pas parler vraiment, ça dit, des questions de fond. Et voilà pourquoi, avant qu'il n'arrive, je disais que le président lui-même, il sait qu'il n'est pas libre. Tel qu'on le voit, c'est quelqu'un certainement d'une très bonne volonté. Vous comprenez? Mais quand on voit les relations internationales, comment ça fonctionne, à des moments donnés, et c'est pratiquement pour tous les pays africains. Donc, est-ce que BA ici, ça, voilà pourquoi il dit que non, que les histoires de partis politiques, oui, pourquoi c'est de la rigolade. Et puis, la base ne comprend rien de ça. Mais le problème que nous avons au Bénin,
et en Afrique, d'une manière générale. Lorsque vous prenez la période de 60 à 72, libéralisme, multipartisme, 60 à 72, c'était ça. Mais à chaque fois, toujours soulèvement populaire. Et lorsque les fonctionnaires s'y mêlaient, coup d'État. Mais pourquoi ces soulèvements-là? Si vous allez bien fouiller, c'est des problèmes de gouvernance, de mauvaise gestion, de gouvernance économique. Le gouvernement militaire révolutionnaire arrivé, 72, a bien commencé, tout au moins jusqu'en 1986, il est de certain âge, donc il peut comprendre bien. Jusqu'en 86, tout le monde applaudissait ce gouvernement. Mais pas la suite. Lorsqu'on a ouvert le régime au civil, la mauvaise gouvernance est instaurée. Au point même que nous en sommes arrivés à 6-7 mois sans salaire des fonctionnaires. Ça veut dire que ce système marxiste-léniniste a échoué à cause de la gouvernance économique. 90 à 2016, troisième étape de notre marche, c'est la même chose. C'est la question de la pagaille économique, d'une manière générale, qui faisait que les gens se soulevaient. Résultat, ça nous a amené à 2016. Celui qui est là, ne me demandez pas si j'ai bien ou pas. Et moi, je peux dire quelque chose parce que je ne suis d'aucun parti politique. On voit, on sent, on constate. Mais je suis sûr, lorsque ces gens-là quitteront, on verra encore qu'il y a question de gouvernance économique. Nous ne sommes pas ici pour apprécier les actions du gouvernement. On veut parler de l'indépendance. Pourquoi ça ne marche pas? Vous voyez un peu. Et attention, quand on dit ça, voilà pourquoi quand il a évoqué la question des intellectuels, je suis d'accord. Quand on parle de mauvaise gouvernance, il ne faut pas voir que les gouvernants. Mais il semble que, pas il semble, c'est parce qu'eux autres, ils sont élus qu'on est bien obligé de crier leur nom. D'accord. Voilà. Alors, mais est-ce que ce qu'on a dénoncé, la gouvernance économique qui fait défaut depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, ce qui explique l'état actuel de sous-développement d'autres nations, il y a 50 ans, qui étaient pratiquement au même niveau que les pays africains, le cas de la Chine, l'Union soviétique aussi, vous l'avez évoqué aussi, qui quand même ont fait la transformation en un demi-siècle rapidement. Alors, est-ce que les cadres où l'Afrique n'était pas préparée à l'indépendance, est-ce qu'on était véritablement préparé pour donc assumer? Je crois que je dirais oui et non à la fois. Oui et non à la fois parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons eu malheureusement deux catégories d'élites dans cette lutte-là. On a eu ceux qui ont compris que il faut vraiment quitter sous le joug du colon et qui, en tant que tels, ont lutté jusqu'à y laisser leur vie parfois. Mais nous avons une autre catégorie qui, à côté, était prêt à servir de bras opérationnel pour le colon. Malheureusement, c'est ceux-là qui étaient prêts à servir de bras opérationnel qui ont pu avoir le soutien du colon pour accéder à la tête des États. Si on part de cette hypothèse que l'histoire raconte, je me demande si les politiques publiques qu'on devait donc commencer par faire à partir de l'indépendance pour y arriver véritablement
à l'indépendance économique, sociale et culturelle, est-ce que ceux-là qui ont pris le relais comme étant des valets du colon sont prêts à aller dans ce sens? Je ne crois pas. C'est-à-dire que cette élite africaine ne fera que la volonté, ne transmettra que la volonté du colonisateur à son peuple. C'est comme si nous sommes encore gérés par le colonisateur sans le savoir. Donc, partant de ce rythme-là, c'est normal qu'on n'en puisse pas s'en sortir parce que la question de la bonne gouvernance, la question du développement économique est avant tout une question de souveraineté nationale. C'est tout le monde qui s'y engage. C'est pas le gouvernant seul. Le gouvernant, il a la vision. Il est un homme de vision. Mao Tse-tung a une vision du monde. Il a une vision de la Chine. Mais cela n'a pas été fait sans que les Chinois ne l'aient compris, ne s'y mettent et acceptent de payer le prix qu'il faut pour en arriver là. Moi, je n'envie pas ces pays qui étaient au même niveau que nous, mais qui aujourd'hui nous ont quittés parce que les sacrifices que ces pays étaient prêts à faire, est-ce que nous autres, on pouvait les faire? C'est ça la question. Donc, il faut aujourd'hui que les intellectuels africains s'activent. En attendant de revenir sur cette proposition, oui, puisqu'en parlant, on va pouvoir donc conclure avec ce plateau. Professeur Chrysal, voilà donc l'élite, votre vis-à-vis, Michel Kounou donc est revenu donc sur le comportement de l'élite, comment expliquer en réalité ce qui s'est passé sur donc au temps des indépendances et ensuite la suite après les indépendances au niveau donc des régimes, que ce soit donc au Bénin ou un peu partout sur le continent. Alors, est-ce que c'est votre avis également cette Je nous remets en cause. Vous et moi. Vous avez fait l'université. Lui aussi, il a fait l'université. Donc on ne peut pas parler d'intellectuels sans nous. non. Voilà. Je nous remets en cause. Feu président Mathieu Kérékou disait, quand il est parti, il a fait une pause, je crois, de 5 ou 6 ans, il a été réélu. Il disait, lors d'un discours, ces intellectuels-là fonctionnent chez eux tout comme s'ils étaient des colons. Voilà. Et il a illustré. Le colon hier venait nous exploiter. Travaille, mais emporte tout. Mais les intellectuels béninois travaillent, mais tout pour leur poche. Et c'est comme ça, il a illustré. Et c'est une vérité. C'est une vérité. La question de mauvaise gestion des détournements et autres, là, je vous ai dit que ce ne sont pas les paysans. Pauvre jeunesse, ce n'est pas la jeunesse non plus. Et lorsque vous prenez la hiérarchie des classes, c'est au niveau de la haute bourgeoisie, de la bourgeoisie que ça se passe fondamentalement. Et dans une certaine mesure, au niveau de la couche supérieure, vous et moi, nous sommes tous dans la couche supérieure de la petite bourgeoisie. Dans une certaine mesure. Oui. Et là, si c'est comme ça, on tronque le débat. Vous voyez tout ce que le président dit, j'ai dit c'est bon. Mais je ne le vois pas faire ça. Il ne veut pas. Il est là, il va se battre, il va s'efforcer de faire quelque chose, mais il ne le fait pas. À cause de nous, les élites. Toutes les difficultés issues des réformes, c'est les élites. Lui-même, il n'ira pas s'asseoir et tout rédiger.
il a confiance en des gens. Vous le faites et vous allez le convaincre. Mais professeur, on a du mal à vous comprendre parce que vous formez quand même l'élite aussi. Justement. Qu'est-ce que vous transmettez alors? Mais c'est que toute l'élite ne va pas auprès du pouvoir. Voilà. Non. Et le président a la latitude, et c'est leur défaut. Défaut de tous ceux qui ont été présidents. De ne coopter que des amis d'hier, que des gens proches de la famille, etc., etc. Ou comme le dit, comme lui, un homme politique, il va le chahuter un peu, des gens qui ont mouillé le maillot pendant les campagnes électorales. Or, mettre quelqu'un à un poste donné, ça ne doit pas être parce que j'ai mouillé le maillot. S'il a mouillé le maillot et qu'il remplit les conditions, nous sommes d'accord, par rapport à quelqu'un d'autre, on peut le mettre là. Mais s'il ne remplit pas les conditions, il ne faut pas se hasarder à le faire. C'est ce qui nous a sombrés jusqu'à présent. Et dans tous les secteurs, y compris, je suis un enseignant, le secteur de l'éducation. C'est ça la gangrène. Et malheureusement, nous pensons que parce que nous avons été à l'école, on pense que ceux qui sont allés à l'école sont beaucoup plus outillés, nous sommes d'accord, pour prendre des décisions au nom des autres. Et parmi ceux qui ont été à l'école, on voit ceux qui sont les plus diplômés. C'est une erreur. C'est en cela que je n'ai jamais été d'accord pour notre système éducatif. Et à des moments donnés, je me dis, mais bon Dieu, j'aurais dû être paysan. Parce qu'à la fin, lorsque vous êtes en train de tout terminer, vous voyez que ce n'est pas ça. On commence par se remettre en cause. Okay. Et c'est en cela, partant de ce raisonnement que, d'une manière générale, ce qui est réforme dont on parle au niveau du système éducatif, là, je n'ai jamais été d'accord. Parce que le problème est plus profond. Merci, on a compris, professeur Chrysalide Kenouko. Maintenant, on va conclure maintenant, on va commencer avec mais vous. Je voudrais dire un mot, parce que nous parlons de développement. Quelques secondes. C'est que, oui, le problème que nous avons au Bénin et en Afrique, nous n'avons jamais opté pour un modèle de développement propre en fonction de nos réalités endogènes. Mais c'est le modèle de développement des autres. C'est comme le marxisme-léninisme hier. Ce n'est pas pour nous. C'est comme la conférence 1990, le libéralisme, le marché intégral. Mais qui comprend ça? Est-ce que nous, les intellectuels, on comprend même de quoi et cela est constitué correctement même? Ce qui fait que... Il nous faut quel modèle alors, selon vous C'est à nous de réfléchir par rapport à nos réalités. D'accord. Et pour corriger... Et ça là, aujourd'hui, nous avons toutes les compétences dans tous les domaines pour pouvoir enfin opérer notre choix de développement. D'accord. Et on va en finir avec vous. Oui. Alors, et pour corriger, pour rectifier, pour inverser les tendances, alors pour avoir vraiment les cadres, les intellectuels au service du développement du continent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le plus difficile. C'est une question de mentalité dans un premier temps et ensuite une question idéologique. Vous ne pouvez pas travailler sans philosophie. Je vais caricaturer. Prenez un musulman, prenez un chrétien catholique, prenez un autre chrétien, comment on dit là? Évangélique. Oui. Mais vous allez voir, si chacun s'assoit, avant de démarrer quelque chose, chacun prie en fonction de ce à quoi il croit. Mais en matière de développement, là, les Béninois croient en quoi? On ne sait pas là où on va. Tout le problème est là. Tout le problème est à ce niveau. Maintenant, l'autre problème, c'est la question de l'impunité. Le gouvernement Talon a tenté. Mais comme moi, je ne suis pas un homme politique, de temps en temps, nous pouvons égratigner.
Il a tenté. Mais tout porte à croire que c'est de 2 poids 2 mesures. Je le dis. Tenté où il a osé. Il a osé. Il ne sera pas d'accord. Saint-Chrysal. Voilà. Alors, Antoine Adoukonou. Ça, c'est mon point de vue. C'est bon. Je ne sais pas que je ne serai pas d'accord. Mais je note déjà que vous dites que quelque chose se fait. C'est déjà bon. Que au moins vous dites qu'on tente. Celui qui tente, c'est déjà bon. Non, et tous les présidents ont tenté. Le problème de 2 poids 2 mesures, je ne veux pas rentrer dans ce discours-là. Non, il ne faut pas je justifier ça. Je ne veux pas rentrer dedans puisque tout le monde sait que ça se fait dans les 2 sens. Mais bon, vous avez votre opinion. Je ne peux pas vous le refuser. Je crois que moi, j'ai une approche beaucoup plus large, beaucoup plus macroéconomique du problème aujourd'hui. Pour moi, il sera difficile de régler le problème à l'échelle nationale. Aujourd'hui, il nous faut les États-Unis d'Afrique. Parce que le mal nous a pris sur plusieurs années. Et plusieurs décennies. Et aujourd'hui, avec la géopolitique, je ne pense pas qu'un pays puisse se lever lui seul aujourd'hui pour dire je veux maintenant refuser les vieilles méthodes. Comment imposer? Ça ne peut être qu'un mouvement d'ensemble pour que la métropole, le colonisateur puisse comprendre qu'il ne peut pas tout embrasser à la fois. Mais si ça doit se faire à l'échelle nationale, ça va être un peu difficile parce que le peuple lui-même n'a même pas encore compris les enjeux. Vous avez vu le cas de la Libye. C'est aujourd'hui peut-être que le Libyen découvre que, en réalité, ce n'est qu'à cause de son pétrole qu'on a eu tout ça là. Mais dans un premier temps, on lui a brandi le fait qu'il a à sa tête un dictateur, il a à sa tête quelqu'un comme ça. Oui. Donc, aujourd'hui, le système est très compliqué. Quand quelqu'un va prendre à lui seul, on trouvera toujours parmi nous, les intellectuels, des gens pour aller contre. Moi, j'ai dit, la démocratie, oui, mais le modèle, pas nécessairement occidental. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui ne sont pas les mêmes problèmes que les autres ont. On peut façonner notre démocratie. On peut faire notre démocratie en sorte que le peuple ait moins de facilité à se retourner contre ses dirigeants et que les dirigeants aussi aient moins de force pour compresser le peuple. Faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie entre le gouvernant et le peuple. Quand on aura arrivé là, le colonisateur va avoir moins de force. Mais tant qu'on sera dans cette démocratie où tout le monde peut être président, aller au pouvoir et qu'on va toujours discuter, sauf que celui qui veut vous diviser, vous lui offrez plus de possibilités. Donc, ce à quoi moi j'invite les chefs d'État africains, c'est de penser, de repenser l'avenir de ce continent qui détient plus de 90% des ressources du sous-sol dans le monde. Et même malheureusement qui se trouve être le continent pratiquement le plus pauvre. Parce que nous ne sommes pas encore indépendants. Le colon est toujours présent quelque part là de façon virtuelle, qu'on ne voit pas et qui dans l'ombre tisse les ficelles. Et il y a toujours des bras opérationnels pour répondre à la demande du colon. Merci à vous, Antoine Adoukonou, du Bloc républicain. Merci également à vous, professeur Chrysal Kenouko. Mais je vous avais dit... On aura tout le temps. Mais pour ce plateau, vraiment, il faut reprendre parce que c'est 61 ans quand même d'indépendance. Merci. C'est le temps qui compte. Non, parce que il y a... Alors, bon, juste une phrase. Oui, il y a 2 mots dans le discours du président que je voudrais saisir et exprimer un souhait.
il a parlé de ensemble, on est plus fort. Et après ça, il a parlé de mesures de grâce. Vous voyez. Je voudrais dire, puisque c'est une journée des indépendances, donc politique aussi, ou politique d'abord, que par rapport à la situation politique nationale, il faudrait que le président ramène la balle à terre. Nous, on peut le dire, nous sommes des syndicalistes. D'accord, et ensuite... Ramener la balle à terre, voilà. C'est ensuite, de faire en sorte que tous ceux qui sont emprisonnés politiquement ou des exilés, parce qu'il a dit ensemble on est fort. Ça veut dire que le désir est quelque part en lui. Et il est un président tellement fort que s'il veut aujourd'hui ramener l'attention totalement à terre, il peut le faire. Il en a la capacité, il a le droit avec lui pour le faire. D'accord, merci. Et puis au lieu de parler de mesures de grâce, moi j'aurais voulu qu'il aille vers une loi d'amnistie. D'accord, merci. Merci pour ce Crisal. C'est tout pour cet entretien. Après donc le discours du chef de l'État, on est parti de ce discours, mais on a évoqué donc les problèmes de sous-développement en Afrique et puis qu'est-ce qu'on reproche à l'élite. Tout a été dit sur ce plateau, donc il faut simplement que l'élite cesse de se comporter comme le colon d'alors, et ensuite il faut réinventer le modèle économique. Eh bien, mes invités ont bien sûr le dit sur ce plateau. Merci à toutes et à tous. La célébration va se poursuivre donc c'est dans quelques heures, le 1er août 1960-2021. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Continuez à suivre les programmes de EDEN TV puisque d'autres surprises à propos donc des indépendances vont se poursuivre sur notre antenne. Merci, au revoir et bonne soirée à toutes et à tous.